Bonsoir à tous et bienvenue. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé un conseil des ministres ce mercredi. Au nombre des sujets débattus, l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en ressources halieutiques d'ici 2025. Côte d'Ivoire-Algérie, c'est demain, un match très attendu des Ivoiriens. Avant cette rencontre, les supporters sont partagés. Leurs pronostics à suivre dans ce journal. Et puis le Mali, sous le coup de sanctions ouest-africaines, cherche un plan B. Après Conakry, une importante délégation est en Mauritanie, un pays en dehors de la CEDEAO. Mais d'abord, difficile descente du travail pour les usagers d'Abidjan Sud. En cause, un accident sur le pont Félix Houphouët-Boigny, ralliant les communes du sud de la capitale économique au plateau. Le sinistre qui a paralysé le trafic sur ce tronçon fait suite à la chute d'un camion remorque qui s'est renversé à la montée du pont, créant un gros embouteillage sur les lieux. De quoi gâcher la journée des chauffeurs de taxi à ces moments de pointe des clients. La Côte d'Ivoire produit à peine 30% de ses besoins en ressources halieutiques pour atteindre l'autosuffisance d'ici 2025. Le gouvernement vise une production de 500 000 tonnes de poissons par an. C'est une annonce du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État ce mercredi. Pierre Dipomélin, Harouna Zeba. La Côte d'Ivoire produit à peine 30% de ses besoins en produits halieutiques. Pour parvenir à l'autosuffisance, un plan national de la pêche et de l'aquaculture est annoncé. Objectif, combler le déficit d'ici à 2025. C'est l'un des sujets débattus au Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit ici donc globalement de lever, avec ces deux programmes, les contraintes majeures du secteur des ressources animales et halieutiques en vue d'atteindre un taux de couverture d'environ 70% des besoins de consommation des populations à l'horizon 2025. Pour ce qui est du programme stratégique de transformation de l'aquaculture, le PSTACI, il vise à faire du secteur aquacole un instrument majeur de croissance économique, de lutte contre la pauvreté, de sécurité alimentaire et de création d'emplois. À cet effet, ce programme prévoit la création donc, de zones de développement de production animale et halieutique, regroupant sur un même site tous les maillons de l'activité aquacole. Le thon, poisson de grande consommation en Côte d'Ivoire, a vu ses prix s'envoler, ce qui a poussé le gouvernement à imposer un plafonnement du prix du kilogramme. Mais la production massive des produits halieutiques reste le seul moyen efficace pour infléchir les prix. À quelques heures de la reprise du dialogue politique, l'ancienne première dame, Simone Gbagbo, a convoqué la presse. Elle réclame sa place au sein de ce dialogue et appelle le gouvernement à y associer davantage d'acteurs. Tiemé Danger, Fulgence Kissiedo. Interrompu après la phase inaugurale du 16 décembre dernier, pour laisser aux participants plus de temps pour faire leurs propositions, le dialogue politique national reprend jeudi prochain. Non invitée au débat, l'ex-première dame Simone Gbagbo fait entendre sa voix, animant un point de presse avec à ses côtés les militants des organisations politiques et de la société civile se réclamant de ses idéaux. Elle salue la démarche de l'exécutif et réclame sa place. Les organisations qui étaient réunies autour de moi pensent que le dialogue politique qu'entreprend le gouvernement est salutaire pour tous. Il s'agit pour ces organisations d'insister pour obtenir leur participation à ces rencontres. Il faut espérer que les différents points de discussion soient abordés sans faux fuyant et sans calcul politicien. Pour atteindre cet objectif et la finalité qui en découle, à savoir l'unité, la cohésion sociale et la paix, ce 5e dialogue politique doit être véritablement inclusif. Dans son plaidoyer, l'ex-député d'Abobo fait savoir que le dialogue politique doit permettre au pays de disposer d'une nouvelle constitution et d'une commission électorale indépendante avec le retrait des représentants des partis politiques. Autant d'attentes qui, selon elle, imposent des assises inclusives. Simone Gbagbo, en rupture de banc avec ses camarades du PPACI, effectue peu à peu son retour sur la scène politique nationale.
Elle est la marraine du mouvement des générations capables, une plateforme réunissant ces mouvements de soutien investis en grande pompe en septembre dernier. Économie à présent, pourquoi investir en bourse? Comment se lancer? Est-ce une bonne idée? Tire-t-on vraiment des avantages? Autant de questions qui ont été posées aux experts de la BRVM d'Abidjan afin de mieux comprendre ce marché financier. Nadja Eja, Mathurin Badé et Kimo Eric. Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Cette institution est en charge de l'organisation du marché boursier dans la zone UEMOA et centralise les activités en bourse. C'est une place boursière qui va par exemple recevoir tous les ordres d'achat, tous les ordres de vente, qui va les centraliser de sorte à, je dirais, à déterminer ce qu'on appelle le prix d'équilibre. Donc la BRVM en elle-même, en tant qu'institution, elle est chargée de faire la promotion de la bourse. Mais l'investissement en bourse, qu'est-ce que c'est? Un investissement en bourse consiste à placer de l'argent sur un support. Ça peut être une action ou une obligation. Quand vous achetez une action, vous prenez des parts dans des entreprises. Quand vous achetez une obligation, vous prêtez de l'argent aux entreprises et aussi aux États, puisque les États peuvent intervenir en bourse. Place où s'échangent des titres financiers, l'activité en bourse reste faible dans la sous-région. Selon les experts, il y a 2 ans, on dénombrait entre 150 et 180 000 comptes titres pour l'UEMOA. On a vraiment beaucoup moins de personnes, 10 fois moins de personnes en bourse qu'en assurance et presque 20 fois moins en bourse qu'en banque. Une situation qui s'explique entre autres par l'absence de la culture boursière, la technicité des transactions et l'action de communication des acteurs. Ouvert à tout individu ayant des fonds licites, l'investissement en bourse répond à un certain nombre d'étapes. Dans un premier temps, il faut obligatoirement ouvrir un compte titre pour les opérations boursières auprès des investisseurs agréés, que sont les sociétés de gestion et d'intermédiation. Puis, avec ce compte alimenté en espèces ou par virement, émettre des ordres d'achat sur la plateforme mise à disposition par cette SGI. La bourse est dynamique, il y a des nouvelles chaque jour, il y a des publications de résultats des entreprises, donc il faut avoir un œil sur le marché. Donc c'est nous, notre rôle d'intermédiaire, d'avoir une équipe recherche et analyse qui est sur le marché, qui analyse les nouvelles tendances, l'évolution des titres, les nouvelles et oriente vraiment la clientèle. Pour gagner, on peut avoir des intérêts fixes sur les obligations, mais aussi des plus-values ou dividendes sur les actions acquises dans l'une des 46 entreprises cotées. Pour les experts du domaine, investir en bourse représente une réelle opportunité. Donc un État peut estimer que pour faire un pont, comme vous le voyez, il peut aller faire un emprunt à l'étranger, auprès des bailleurs de fonds et tout ça. Ou il peut faire un emprunt auprès de sa population. Nous avons l'opportunité pour financer le développement de nos économies par nous-mêmes sans dépendre de l'aide extérieure. Donc c'est un outil qui mérite d'être connu et qui mérite d'être démocratisé pour que tout un chacun, et pas seulement les institutionnels, puissent mettre leur épargne au service vraiment du développement de nos économies. La capitalisation boursière est à ce jour à plus de 6 000 milliards de francs CFA pour les actions et plus de 7 000 milliards pour les obligations. Le métier de réparateur de phares mis en lumière ce soir, ce sont un peu les infirmiers des phares cassés. Ces jeunes, pour la plupart, qu'on retrouve un peu partout dans la ville d'Abidjan, sont des autodidactes pour la plupart, un métier qu'ils ont appris sur le tas et qui leur permet de vivre dignement, même s'il présente quelques dangers, vous le verrez. Brice Niawa, Mathurin Badé. Le feu arrière du véhicule de Kalilou est cassé. Il vient dans cet atelier pour le réparer. Vérification, échange sur la prestation et le prix, réparation. Quelques minutes après, il en ressort satisfait. Parce que j'ai demandé le prix, on m'a dit ce feu coûte 15 000. Pourtant aujourd'hui, moi je viens de faire ce feu-là à 1500 francs. Ce qu'il m'a fait de suite, il m'avait dit de lui donner 5 000. Je lui ai dit je n'ai pas 5 000 et je lui ai remis 1500 francs. C'est ça très bien. Installé sous un parasol avec son apprenti, il y a presque 30 ans que ce ressortissant ghanéen est réparateur de phares. Avec un four, du charbon, quelques barres de fer plat et le travail est fait. Il y a chaque feu, il y a son prix à part. Il a fait des choses qu'on appelle 20 000, il a fait des 15 000, il a fait des 50 000. Ça dépend, chaque modèle. Il y a les nouveaux modèles là. C'est les modèles là, quand on voit, on peut savoir que non, ça là, il n'y a pas prendre au moins
De 9h, c'est midi, il est fini. Donc, ça dépend. Mais ce métier demeure dangereux à cause de l'exposition au feu incandescent. C'est dangereux. Comme il n'y a pas les moyens, on était ouvriers pour que non, on ouvriers à ça là pour nourrir les familles. C'est à cause de ça. Sinon, ce n'est pas facile. À FE là, ce n'est pas facile. Souvent, c'est nous brille, normalement. C'est nous brille. Beaucoup de fois, c'est nous brille. Bon, c'est ce qui m'a appris, quoi. C'est ce qui m'a appris. Bon, moi aussi, je l'aime le travail là. Donc, ça, bon, ici dedans aussi, un peu, ce qui est gagné, c'est ce qui met ça à la maison. Donc, il a arrêté de me promener pour faire les sales trucs. Donc, c'est métier a pris de faire. J'ai pris décision de faire métier, quoi. Donc, c'est ça ici dedans. Installé à son propre compte après 2 ans d'apprentissage, Adama Yeboah s'en sort plutôt bien. Je m'en sors un peu, oui. Quand ça marche très bien, il peut rentrer avec 10 000 francs à la maison. Mais souvent, ça ne va pas trop marcher. Il rentre avec 3 500, 4 000, 5 000, ça va dépendre, oui. Si les finitions laissent à désirer, c'est parce qu'il manque de matériel adéquat. Il n'y a pas tous les accessoires matériels comme ça. Normalement, le produit, quand on finit, on lave avec, on met les peintures, on fait peinture, ça, on lave. Ça devient comme le nouveau lavé propre. Mais tout cela, il n'est pas donc quand il est mieux fait ça. Malgré tout, ils sont sollicités de toutes parts. Bon, nous travaillons. On travaille tout avec le tôlier, avec le mécanicien, avec l'électricien. Toutes les voitures, on fait. Fait à l'air, tout ça, on fait. En plus des phares de véhicules, ces jeunes colmatent des rétroviseurs, des pare-chocs et plein d'autres. À mi-parcours de la CAN 2021, quel bilan, quelles nations sont qualifiées à ce jour, quelles autres sont éliminées, qui sont celles qui attendent leur qualification aussi. Le point football, c'est avec Mardoché Kouassi. Les premiers qualifiés pour les 8e de finale sont déjà connus. Le Cameroun, le Maroc et le Nigeria ont obtenu leur billet pour les 8e de finale depuis la 2e journée. Le Burkina Faso, lui, s'est qualifié au terme de la 3e journée du groupe A, après son match nul, un but partout face à l'Éthiopie. Dans le groupe B, le Sénégal finit premier avec 5 points, après son nul 0-0 face au Malawi. La Guinée occupe quant à elle la 2e place avec 4 points, malgré sa défaite 2-1 face au Zimbabwe dernier et éliminé. Le Malawi garde la 3e place avec 4 points et devra attendre la fin des matchs de poule pour connaître son sort. Tout reste aussi possible dans le groupe E où l'Algérie, champion en titre et dernier du groupe E, avec seulement 1 point, rencontre pour la 3e journée la Côte d'Ivoire, premier du groupe, avec 4 points. Les éléphants sont quasiment qualifiés, mais vont devoir battre les Fennecs pour s'assurer de conserver la première place du groupe. La qualification reste également possible pour la Guinée équatoriale et la Sierra Leone. Dans le groupe C, le Maroc déjà qualifié a fait match nul, 2 buts partout face au Gabon, qui totalise 5 points, et rejoint les Lions de l'Atlas en 8e de finale. Le Ghana, lui, a été surpris 3-2 par les îles Comores, qui privent ainsi les Black Stars des 8e de finale. Dans le groupe D, le Nigeria, avec 2 victoires en 2 matchs, totalise 6 points et est déjà qualifié. Les Super Eagles affrontent pour leur 3e match de poule une Guinée-Bissau, qui aura besoin d'un exploit pour se qualifier. Dans ce même groupe, l'Égypte avec 3 points ne fera pas de calcul face au Soudan. Une victoire s'impose aux Pharaons pour passer au second tour. Enfin, dans le groupe F, la Gambie et le Mali en tête avec 4 points chacun tenteront d'assurer leur qualification lors de la 3e journée, respectivement face à la Tunisie 3 points, qui peut toujours se qualifier, et la Mauritanie, l'antenne rouge du groupe, avec 0 points au compteur. À ce jour, l'Éthiopie, le Zimbabwe et le Ghana sont les équipes officiellement éliminées de la compétition. Et puis à la veille du match Côte d'Ivoire-Algérie, Patrice Baumel, le sélectionneur des éléphants, était face à la presse ce mercredi. Il estime que la pelouse du stade Japoma est un désastre pour les joueurs. Il a aussi donné des nouvelles du gardien de but Badra Ali Sangaré, blessé lors du dernier match et qui a perdu son père quelques heures plus tard. Salif Yalekwe. Le coach Patrice Baumel s'est prononcé au cours de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match tenue ce mercredi. Il a évoqué l'état de santé de son gardien de but, sorti avant la fin du match contre la Sierra Leone, suite à cette action qui a retardé les chances de qualification des éléphants au second tour. C'est toujours très difficile à vivre. D'un point de vue sportif, il s'est senti forcément responsable. Donc nous l'avons de suite entouré, ça fait partie du football. Je lui ai de suite dit que rater quelque chose,
Ça fait partie de la marque des grands joueurs aussi. Je pense que sur les 2 matchs, Ali a montré de grandes qualités. Sur cette action, il se fait très mal au genou. Il a fait tous les examens toute la nuit. Donc il s'est avéré qu'il n'y avait rien au niveau ligamentaire de toucher. C'était un gros choc, une grosse frayeur, ça c'est sûr. Patrice Baumel a par ailleurs dénoncé l'état de la pelouse du Japoma Stadium de Douala. Je pense que cette partie du terrain est un désastre. Tout le monde le sait. J'ai déjà dit que le terrain était correct. Je n'ai pas dit qu'il est fantastique, il est correct. Mais jour après jour, match après match, bien sûr, lorsque vous utilisez un terrain, il est assez difficile de le maintenir en bon état. Les Ivoiriens, premiers du groupe E avec 4 points, sont attendus jeudi soir au pied du mur. Une finale avant la lettre. Les Ivoiriens premiers du groupe E vont-ils maintenir cette place? Demain, ils affronteront les champions d'Afrique en titre. Un match très attendu à Abidjan. Les supporters donnent leurs pronostics au micro de Mardoché Kwasi et Kimou Eric. Dans ce restaurant de la commune de Cocody, on promet manger du fennec demain jeudi. Pour les supporters rencontrés sur place, la victoire ne fait aucun doute. C'est plat de fennec l'entrée moyen. Ça se passe ici. Ben demain là, c'est propre. Ça là, voilà. C'est le fennec qui est dans le fennec. Le fennec. Voilà. Oh là là, il n'y a pas de regard, c'est déjà fait. La preuve, on mange des fennecs. Ils sont en train là, ils sont là dans le talier. On est en train de les valider. Ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est géré. Demain, ils vont prendre 3. Non loin de là, des jeunes échangent sur les différentes prestations des éléphants à cette CAN. L'équipe qui est là, c'est l'équipe qui a eu la première mi-temps. On a gagné. Son histoire d'aller prendre les petits, on les conserve pas tous. On ne connaît pas. Lui qui a remplacé Sangaré même là. Ici, l'optimisme n'est pas de mise. Le match, la Côte d'Ivoire, c'est pas sûr qu'on va gagner. Parce que vu les erreurs que l'entraîneur a fait la dernière fois, si on va sur cette lancée, vraiment, c'est pas facile. Parce que l'Algérie, c'est un grand pays. Et puis tenant du titre, vraiment, sincèrement, la Côte d'Ivoire, on peut gagner, mais notre chance, c'est très limité. Du côté des spécialistes du football, on s'attend à un match engagé entre 2 équipes qui vendront certainement cher leur peau. Il faut savoir que ça sera un match engagé, un match coup près, parce que les 2 équipes, mais surtout l'Algérie, jouent leur qualification. Aucune n'a le droit à l'erreur, enfin même si la Côte d'Ivoire a un joker quand même. Mais franchement, il faut s'attendre à avoir de l'engagement. Il faut s'attendre à voir les Algériens rentrer dans le match dès le départ pour aller chercher cette qualification, car c'est le tenant du titre et une élimination au premier tour, ça va forcément faire tâche. Les éléphants conservent toutes leurs chances face à un adversaire qui, historiquement d'ailleurs, n'est pas forcément quelqu'un qui surclasse à tout moment les éléphants. Néanmoins, on reste sur une défaite face à eux en Cannes 2019, qui nous avait valu l'élimination en quart de finale. Mais les éléphants joueront décomplexés parce que les Algériens auront beaucoup plus à perdre, donc la pression est davantage sur eux. Avant cette 3e journée, la Côte d'Ivoire occupe la première place du groupe E avec 4 points. Un match nul suffirait donc au bonheur de Patrice Baumel et des siens. Dans l'histoire de la CAN, la Côte d'Ivoire et l'Algérie se sont rencontrées à 8 reprises. Les 2 équipes se tiennent au niveau des résultats avec 3 victoires partout et 2 nuls. Difficile donc de dire qui sera le vainqueur. Enfin, à l'étranger, le Mali qui cherche des alternatives après la fermeture des frontières de certains de ses voisins. Sanctions prises par la CEDEAO afin de forcer Bamako à organiser rapidement des élections. Après Conakry, une importante délégation est en Mauritanie, un pays qui ne fait pas partie de la CEDEAO. Pierre Dipomela. Cette visite de la délégation malienne, conduite par son ministre des Affaires étrangères en Mauritanie, n'est pas du tout banale. Elle vise à contourner l'embargo qui frappe le Mali depuis l'adoption des sanctions par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et à faire transiter une partie du frais malien par la Mauritanie. Mais à Nouakchott, l'émissaire de Assimi Goïta, qui discute avec le président mauritanien, appelle la communauté sous-régionale à revoir sa position. Ce message se situe d'abord dans le contexte du Mali, notamment
les défis et les avancées liées au processus de transition pour lesquels nous devrions apporter les conclusions à l'attention du président de la République islamique de Mauritanie. Nous allons continuer à cheminer la main dans la main dans le dialogue, faire en sorte que le processus de transition au Mali puisse se terminer dans un cadre consensuel, et dans un cadre de dialogue, et souhaiter aussi que la communauté régionale, la communauté africaine et comme la communauté internationale puissent aussi faire le pas nécessaire pour mieux comprendre et apprécier la situation au niveau de notre pays. Avant la Mauritanie, la délégation s'est rendue à Conakry pour rencontrer les autorités guinéennes. La Guinée est aussi sous sanction de la CEDEAO, de par son retrait des instances de l'organe après le coup d'État, mais aussi reste le seul pays de cette organisation qui a déclaré maintenir ses frontières ouvertes avec le peuple malien. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Evelyne, débat, excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.